Bonsoir Jean-Vincent Placé. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Lorsque vous avez entendu François Hollande dire à Bamako que c'était d'une certaine façon le jour le plus important de sa vie politique, que même votre collègue Pascal Canfin, qui est ministre du Développement, a dit aussi que c'était un moment important pour lui. Vous avez compris cela? J'ai envie de dire, vous qui représentant des Verts, dans lesquels on n'a pas tellement une culture militaire et on est très très hostile à la France-Afrique. Oui, vous avez bien dit les choses. Nous, on n'est pas pour la France-Afrique, on n'a pas beaucoup de goût pour la chose militaire et pour l'intervention militaire. Après, nous sommes aussi avec le sens des responsabilités. Et quand le chef de l'État a décidé d'intervenir il y a 2 semaines, assez naturellement, nous avons compris que c'était totalement indispensable. Parce que nous ne sommes pas effectivement militaristes, nous sommes plutôt pacifistes, mais nous sommes surtout attachés à la paix, au respect des droits de l'homme, au respect de la dignité humaine, et on voit bien ce qui se passait au nord, et il ne fallait pas que ça se propage à Bamako et ailleurs, donc cette intervention était légitime. D'ailleurs, moi je salue les forces françaises qui ont réussi à gagner jusqu'alors, et puis à arriver au nord suffisamment pour que le président de la République tout à la fois conforte la position de la décision politique française, et puis d'autre part aussi, il l'a dit également avec Pascal Canfin, qu'il y ait une vision politique d'avenir, une vision du développement. On a vu d'ailleurs l'Union européenne absente de la phase militaire. J'espère qu'elle sera beaucoup plus présente pour le développement dans cette zone qui est extrêmement stratégique. Pas d'ailleurs seulement pour la France, mais pour l'ensemble des pays occidentaux. On a entendu quand même des gens à l'intérieur d'Europe Écologie dénoncer la communication belliciste du gouvernement, je cite, du président. Il faudrait qu'il fasse plus sobre, moins cocorico. Bon, il y a Noël Mamère, évidemment, qui a dénoncé carrément l'intervention. Ça reste quand même sensible. Est-ce que vous avez mis Oui, c'est sensible, oui, mais ce sont des voix isolées. D'ailleurs, je trouve que les propos étaient de trop. On pouvait critiquer avec moins d'excès que les termes qui ont été utilisés par ceux que vous citez. Et je crois qu'au contraire, le gouvernement, le président de la République, plutôt tenu des propos équilibrés sur, je le répète, cette intervention totalement nécessaire, parce qu'on me dit, ah ben oui, mais c'est parce que nous étions là et qu'il a fallu intervenir. Ben oui, c'est exactement ça, c'est la question de bon sens, c'est qu'il n'y avait aucun autre pays, aucune autre formation militaire qui était en situation d'intervenir. Donc voilà, la nécessité a fait loi, j'en prends acte, sans m'en réjouir bien sûr, et en notant que tout cela s'est fait dans le cadre du droit international et que le président de la République a été clair, parce que je crois aussi qu'il était... Il y a une ligne rouge pour vous, il y a une ligne à pas dépasser, bon, parce que là on y est apparemment, voilà, nos confrères du Monde disent on y est pour longtemps peut-être. Est-ce que vous dites non, attendez, il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas aller jusque-là? J'ai été très clair ici, y compris dans mes propres amis écologistes. J'ai déjà bien réfléchi à ça. J'ai d'ailleurs trouvé que certains propos venant de nos amis et les propos aussi de droite commençant à feuilletonner sur l'enlisement, les difficultés, on le sait qu'il peut y avoir des difficultés, c'est une opération militaire. Et donc moi, j'ai pas envie d'être dans le commentaire. Je l'ai dit, nos forces sont sur le terrain. Je suis en soutien, moi, de cette action-là. Je dis les choses très clairement, dans le droit international, dans la nécessité de faire en sorte que ce soit la MISMA qui opère, bien sûr, maintenant la transition sur le terrain, y compris à Gao, Tombouctou, etc. Et puis faire en sorte qu'il y ait cette phase politique démocratique et cette phase de développement. Je le répète, Pascal Canfin fait un gros travail sur place avec la commissaire européenne également. Soutien sans réserve. Non, mais il n'y a pas de problème je fais pas un problème de sans réserve ou avec réserve. C'est on soutient parce que c'était nécessaire, et je crois que le président de la République dit des choses très équilibrées, et je pense même que dans son message, en disant sa satisfaction, effectivement, il y avait tout à la fois la satisfaction que les choses militairement se sont bien passées, et que bien sûr maintenant on va pouvoir passer à autre chose, et c'est ça l'important, je crois, pour la France. Mais je crois que la France a été très digne dans cette affaire. La procréation médicalement assistée, c'est l'autre sujet, on passe vraiment à autre chose. Évidemment, je parle de l'actualité. Est-ce que vous avez compris quelque chose à ce qui se passe? Oui, reconstituant. J'ai reconstitué tout le débat à distance, parce que je ne suis pas député. Au Sénat, donc je suis sénateur, mais je regarde les chaînes d'information, et particulièrement la vôtre, comme ça c'est dit. Et vous avez parlé avec des membres du gouvernement pour essayer d'y comprendre un peu? Mais moi, j'ai des contacts réguliers, et bien sûr le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement.
gouvernement, mais et puis des différentes personnalités du pouvoir, comme on dit. Je crois que les choses sont assez claires. Nous, vous le savez, les écologistes, déjà, nous sommes les seuls à déposer, avec Marie-Georges Buffet, un amendement pour la PMA, si j'ose dire, maintenant, sans humour inutile. La procréation médicalement assistée dans ce projet. Et ce que j'ai compris, mais j'ai l'impression que c'est relativement clair maintenant, pour le coup encore, c'est que le Premier ministre a indiqué qu'après saisine du Conseil national d'éthique, il y aurait, après cette saisine, qui pourrait, si j'ai bien compris, aller jusqu'en octobre pour son avis, présenter à ce moment-là, donc à l'automne, un projet de loi sur la famille qui comprendrait la PMA, ce qui serait voté d'ici la fin d'année. Voilà. Donc ça vous convient? Non, nous préférerions que, comme l'avait dit d'ailleurs le président du groupe socialiste Bruno Le Roux, on puisse aborder la PMA sur le sujet du mariage pour tous. Pourquoi on ne le ferait pas? Le mariage, l'adoption, parallélisme des formes avec le mariage hétéro, donc sur la question des PMA. Parce que si j'ose dire, et n'y voyez vraiment pas de rhétorique subtile, c'est que par définition, le couple de femmes est infertile. Donc on est dans le même cas de figure qu'un homme et une femme qui sont infertiles. Donc il y a une extension et je pense que ce serait juste tout simplement. Donc nous portons cela. À ce moment-là, vous allez jusqu'à la GPA aussi, non, puisque vous pourrez dire que c'est aussi un couple infertile et qui peut avoir besoin... Je suis content qu'on ait ce débat-là parce que moi je suis totalement opposé à la GPA. À la gestation pour autrui. Totalement. Donc, Parce que franchement, parce que bien sûr, on peut toujours étendre le débat théorique, philosophique jusqu'au bout. Sauf qu'il y a un moment, il y a tout simplement la limite qui est celle du bon sens. Voilà. Et le bon sens comprend bien que quand il y a une PMA avec deux femmes et puis avec un apport de sperme, etc., bon, l'acte de l'apport du sperme est probablement volontaire, il peut être marchandisé, mais ça ne coûte pas trop, si j'ose dire, sans rentrer dans des détails inutiles. Mais le fait de faire utilisation de mères porteuses, c'est-à-dire dans le cadre également là d'une marchandisation et qui n'a plus du tout la même ampleur, et de demander pendant 9 mois à porter son enfant, et particulièrement dans des conditions, on le sait, de paupérisation, des personnes qui le font, personne ne fait ça de gaieté de cœur. En tout cas, vous êtes clairement contre. Ah ben moi, je suis totalement contre. Voilà, donc ça c'est clair et je le dis très aisément ce soir. Est-ce que quand même, sur ces questions d'origine de l'enfant, parce que c'est ça que ça pose, est-ce qu'un enfant n'a pas le droit de connaître ses origines précises et réelles? Moi, je me permets de rappeler que vous êtes un enfant adopté, vous l'avez évoqué souvent. Vous êtes retourné en Corée pour voir un peu votre milieu d'origine, peut-être pour... J'ai pas cherché Alors, pour le coup... vous n'avez pas vu de gens de votre famille, mais bon, vous êtes peut-être allé chercher quelque chose de votre passé, de votre origine. Bon, en plus, j'ai vraiment une chance que ça marche formidablement bien. Moi, mes parents adoptifs sont géniaux, voilà, tout va bien. Et j'ai pas eu de... Déjà, j'avais une appréhension à retourner là-bas, pour être franc. Et puis, c'est vrai, j'ai pas du tout eu le souci de retrouver des parents biologiques. Beaucoup se sont intéressés à ça, mais moi, j'ai mis le holà assez rapidement. Mais c'est un sujet, c'est-à-dire que je le comprends. Et pour le coup, y compris dans une société transparente, je pense qu'on devrait pouvoir avoir la possibilité... à 18 ans, par exemple, en étant majeur, si on a ce souci-là de rechercher ses origines génétiques, je pense qu'on doit pouvoir le faire. Donc ça me paraîtrait également une avancée dans le débat. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait le rajouter à l'amendement PMA. Ça veut dire qu'il faut peut-être, je sais pas, il faut peut-être réfléchir à de quelle façon... C'est pour ça d'ailleurs que sur des choses comme cela, c'est pas quand même idiot, la consultation du Conseil national d'éthique et de prendre le temps, vous voyez. Donc moi je suis volontariste parce que sur l'égalité des droits, je suis pour, mais on voit bien que ça pose des questions et c'est pour ça que quelque part, ça ne me choque pas qu'on prenne le temps, à partir du moment où on est sincère dans la résolution finale, c'est-à-dire de le faire. Donc il peut y avoir des conditions nouvelles, il peut y avoir des manières d'appliquer cet article. C'est-à-dire que l'orientation, j'aurais préféré qu'on l'indique, et puis après, on aurait pu réfléchir davantage sur certains aspects de mise en application. C'est pour ça que le calendrier, globalement, avec en plus le fait que ce n'est pas un texte en urgence, on l'aurait voté de toute façon en juin. Si c'est octobre, voilà, je pense qu'on va s'y retrouver. On va écouter Brice Hortefeux, il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. On va écouter une vision de l'opposition. Ce qu'a fait une loi, une autre loi peut le défaire. Vous êtes partisan? Il faut en tirer le bilan. En tout cas, je ne suis pas favorable à cette loi aujourd'hui. Imaginons, vous êtes dans la rue, deux hommes s'embrassent sur la bouche, est-ce que ça vous gêne? Écoutez, je ne suis pas dans l'imagination, mais très honnêtement, je ne l'ai pas vu ça. Donc laissez-moi y réfléchir et l'imaginer. C'est lamentable, non? Il n'a jamais pourquoi. C'est quoi le sens de votre question, là? Non, comment vous réagissez? D'abord, une loi peut en défaire une autre. Oui, mais ça, c'est...
C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ça le problème. Et pourquoi le débat était un peu malheureusement caricatural à l'Assemblée, toujours en portant sur la PMA, la GPA, parce qu'en réalité, M. Hortefeux et ses congénères sont contre le mariage, mais ils devraient l'assumer. Donc ils ont essayé de biaiser, si j'ose dire, dans le débat. Voilà, ça aurait été plus clair qu'ils assument qu'ils sont contre. Nous sommes pour. Voilà, c'est un débat simple. Après, on voit bien qu'il est mal à l'aise. Enfin, c'est vraiment... Enfin, alors là, je suis quand même scié de voir un tel extrait. On voit que c'est lamentable. Enfin, je l'ai jamais vu. Il n'a jamais vu deux hommes qui s'embrassent. Non, mais c'est ridicule. Donc, quelque part, il est là le matin à la radio, ça le gêne, il ne sait pas trop quoi dire, il répond à côté. Enfin, heureusement qu'aujourd'hui, deux hommes qui s'embrassent, deux femmes qui s'embrassent, ça, enfin, c'est très sympathique. D'ailleurs, vous savez, il vaut mieux que les gens ils s'embrassent plutôt qu'ils se fassent la guerre. À propos de guerre, est-ce que vous n'allez pas déclencher une guerre alors que vous nous expliquez que tout va bien entre vous et les socialistes? Ah non, je n'ai pas dit ça quand même. Ah bon, on va y arriver. Ouais. À propos du gaz de schiste, Oui. parce que on sait qu'il y a un député PS et un député UMP qui entament des auditions pour essayer Oui. de trouver une technologie Les spécialistes propre. nationaux du nucléaire et du productivisme. Bon, Comme en tout par cas, hasard. il commence des auditions. Et puis, j'aurais que vous écoutiez Bruno Le Roux. Il était hier soir, c'est le président du groupe socialiste à l'Assemblée, et donc il a un rôle assez important. Il était hier à BFM TV. Voilà. Parce que j'étais devant la télévision. Chez Olivier Mazerolle. Écoutez ce Questionné qu'il par dit. Edwige Chevrillon. Et ben voilà, Hein vous avez tout compris. On va l'écouter. Peut-être que nos spectateurs ne l'ont pas tous vu. Est-ce qu'il faut, il y a un rapport Il parlementaire faut qui doit savoir, étudier? oui, je le redis, il il faut savoir ce que nous avons et il faut savoir si demain il y a une technique qui permet, en toute sécurité écologique, en toute sécurité environnementale, Eh ben, ça d'extraire promet. cette ressource. Ça promet. Non, parce que le président de la République a été clair à la conférence environnementale. Le Premier ministre a été très clair aussi. Bon, lui, il est très clair aussi. D'ailleurs, c'est bien qu'il Il veut y aller. Il veut aller Mais non, chercher. mais Et il n'est pas le seul. Arnaud Montebourg, on le sait. Oui, mais je vais vous dire, c'est là où on voit quand même, et c'est une critique que je fais de façon constante depuis 7 mois, c'est que la vision industrielle, y compris du gouvernement, est extrêmement datée. Déjà, on a mis tout le paquet sur la compétitivité coût. On verra bien que le CICE ne résoudra rien. Mais en plus, sur la partie compétitivité hors coût, il faut absolument, et c'est pas une marotte des écolos, absolument se tourner vers les énergies renouvelables. Parce qu'effectivement, c'est moins nucléaire, c'est moins On productiviste, peut c'est tout bon faire. pour On les peut chercher énergies, aussi ça. c'est gratuit. Oui, seulement voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc quand on a 10 euros à mettre sur la table, eh ben, il faut les mettre sur les énergies renouvelables. Parce que comme en Allemagne, depuis 10 ans, ça crée 370 000 emplois. Je vous donne les chiffres d'Areva pour le nucléaire. Les chiffres d'Areva, 125 000 emplois. Donc vous voyez que c'est vers les énergies renouvelables qu'il faut se diriger. Et qu'est-ce qui se passe quand on est un socialiste un peu productiviste et, excusez-moi, un peu ringard sur la question énergétique? Eh bien, on s'oriente vers ce qui est traditionnel parce que ça rassure. Et on voit bien le même état d'esprit sur le plan industriel. On court à Goodyear, et évidemment, moi je n'ai que estime et respect pour ces malheureux qui vont se retrouver sans emploi, et il faut les aider personnellement. Mais on ne va pas réussir, je le dis très solennellement, en France, à sauver toutes nos filières acier. Sur Florange, moi j'étais très clair, j'ai soutenu ce qu'a fait le Premier ministre, tout le monde était surpris en disant tiens, il y a une inflexion. Je dis non, je dis Vous la même étiez chose. contre la nationalisation, Bien contre les sûr, discours d'Arnaud Montebourg là-dessus. Ça ne marchera pas. On a sauvé les 629 emplois, c'est très bien, mais on ne va pas mettre de l'argent dans cette filière. Alors comme on a fait chez Peugeot avec le diesel hybride, ça ne marche pas, personne n'en vend. Petroplus, je suis désolé, la raffinerie française, c'est pas un truc d'avenir. Donc il faut sauver ces emplois. Je répète, priorité emploi, là d'accord. Et Mais pas les secteurs et pas les filières. Mais pas les secteurs, énergie renouvelable, rénovation thermique, transport collectif, Donc, le numérique, la santé, voilà où il y a des centaines de milliers d'emplois. Mais il faut bien sûr régler la question sociale, mais pas mettre de l'argent industriellement qui ne marchera pas dans la compétition internationale. Et je répète ça C'est très avec clair. un peu plus d'écoute. Depuis quelques semaines, j'en ai beaucoup parlé avec le Premier ministre notamment, il a fait un très bon discours à Saint-Nazaire sur les questions des industries innovantes et modernes. Nous devons faire, pour le coup, c'est le point commun, comme l'Allemagne, faire de la plus-value, de la valeur ajoutée. Ça ne marchera pas sur des trucs où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et où on ne sera pas plus fort que les Chinois et les Indiens. Voilà, L'État Hollande, Oui. ça existe? Ah, j'ai vu cette polémique-là, oui. Il y a une purge, il y a des nominations partout, Bon. des amis personnels ou des amis politiques du président. Non, Un non. peu quand même. Hein. Bon, déjà, Franchement. évidemment, déjà, quand c'est évidemment l'UMP qui raconte ça avec les nominations Ou qu'il enfin, faisait. vous aussi, vous étiez contre, hein, mais... Non, mais moi, je vais vous dire... voyez pas, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des amis politiques partout? Moi, j'ai regardé de près dans le cadre de cette discussion. Moi, je suis attentif à ça. Je trouve que ça a été plutôt
bien fait, notamment dans la préfectorale, dans les ambassades, dans les inspections générales, chez les recteurs. Et je vais vous dire, parce que ça vous intéresser, c'est qu'il y en a quand même une qui m'a surpris, parce que même si j'ai beaucoup de respect pour la personne en question, n'ayant aucun lien quelconque avec l'audiovisuel, je ne sais même pas s'il regarde la télévision, c'est vrai que la polémique a pu partir, parce que beaucoup se demandent si M. Schramek a une compétence une particulière en connaissance sur le audiovisuel. sujet. Voilà, mais peut-être. C'est le seul, donc vous trouvez que c'est le seul. Juste une dernière fois. Peut-être le démontrera-t-il dans les mois à venir. Alors, nous posons la question de savoir ce que nous faisons au sein du gouvernement. C'était le 6 novembre dernier. Vous avez trouvé la réponse ? Je l'ai dit dans un quotidien du soir ce week-end. C'est vrai que le bilan est modeste, très modeste. Heureusement que nos deux Mais ministres... globalement positif, finalement. Non, je ne dis pas ça. Je dis que le bilan est modeste, c'est ce que j'ai dit. Les deux ministres font un gros boulot. Heureusement, ça nous permet de supporter la chose. J'attends, et j'ai eu des engagements du Premier ministre directement sur tout à la fois la conversion écologique de l'industrie, tout à la fois sur la transition énergétique et tout à la fois sur la fiscalité écologique. Et sans être catholique, je suis quand même comme saint Thomas. J'attends de voir. Merci beaucoup. Merci Jean-Vincent Placé. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevons Axel Kahn. On va reparler de procréation médicalement assistée et c'est le journal de Rachid Embarki.